Bonjour, bienvenue au podcast Connexion primordiale dans la série En balade avec Paul. Je vous rappelle le site de référence de l'intégration motrice primordiale, c'est reflex.org avec un S à réflexe, et le site de référence de notre boutique et de notre maison d'édition, c'est ressources-primordial.com, là aussi au pluriel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet absolument majeur, les 3 réflexes de défense, de survie, et les 3 réflexes de stress. Alors, c'est pas la même chose, les 3 réflexes de stress et les 3 réflexes de défense. Et j'insiste. Le stress, évidemment, c'est la façon dont je réagis au stress. Alors que le réflexe de survie, c'est les réflexes qui sont nécessaires pour ma survie. Donc je m'explique, les réflexes de stress, on connaît fuite, lutte, figement. Ça sont les 3 réactions de stress. Et puis Thomas Hanna a décrit les 3 réflexes de stress, que sont le réflexe feu rouge, le réflexe feu vert et le réflexe de trauma. Ce sont 3 réflexes corporels, comment je réagis dans mon corps face, on va dire, à la surprise, face au choc qui peut arriver. Soit avec une fermeture vers l'avant, où je me ferme pour protéger mes organes, c'est un sursaut, mais où je me ferme sur moi-même, paf. Ça, c'est le réflexe feu rouge, je me ferme. Il appelle ça le réflexe feu rouge. Attention, danger, je protège mes organes, je n'avance plus. Le réflexe feu vert, c'est le réflexe au contraire où je monte les crocs, je monte les dents, je bombe le torse, je me mets en avant, on dit c'est plutôt l'attaque. Attention, tu vas voir. Et c'est plutôt, je me cambre en arrière donc pour bomber le torse. Donc c'est une autre type de réaction posturale face au stress. Et la troisième, c'est quand je reçois un choc latéral. Si quelqu'un vient me donner un coup latéralement, je vais faire un, entre guillemets, contre-coup avec ce qu'on appelle une inclinaison latérale de la colonne. Et donc évidemment, dans la vie, si certains des stress et des agressions sont chroniques, eh bien je vais avoir tendance soit à me fermer vers l'avant, à m'ouvrir pour foncer sans arrêt dans la vie, ou au contraire à m'incliner. Enfin, pas au contraire, ou à m'incliner pour les réflexes de choc physique que j'ai reçus, de trauma. Ce sont 3 réactions de stress qui sont expliquées longuement dans son livre Le mythe du vieillissement. J'insiste rarement autant, mais c'est, je sais pas quoi vous dire, mais achetez ce livre si vous n'en êtes pas satisfait, je vous le rembourse. Sérieusement, c'est un des livres les plus importants à lire pour tous. Le mythe du vieillissement de Thomas Hanna. Hanna, c'est H, avec un H-A, Z-A. Où il décrit longuement ces 3 postures. Et pourquoi c'est important? Parce que ce sont des postures qu'on a tendance à prendre en vieillissant. Où la gravité va nous emmener et on va réagir plutôt en se fermant vers l'avant, donc on va être plutôt voûté, vous l'aurez compris. L'autre posture où on va se cambrer plus, alors évidemment, ce ne sera pas les mêmes pathologies au niveau des organes, au niveau du cœur, au niveau des différents stress qu'on va avoir, des différentes contraintes sur la colonne vertébrale, ce ne sera pas du tout la même chose. Mais donc, le réflexe feu vert où je me ferme, le réflexe feu rouge où je me ferme, où je suis plutôt voûté, le réflexe feu vert où je me cambre en arrière, et donc là ça va créer d'autres contraintes au niveau du dos, au niveau hernie discale, etc. Et enfin, le réflexe de trauma avec toutes les déviations par rapport à la ligne médiane. Donc ça là, je crois que j'en ai déjà parlé dans des podcasts ou des vidéos, ce sont les réflexes de stress, entre guillemets, de Thomas Hanna, sont plutôt des réactions de stress. Alors en IMP, quand on parle des réflexes de stress, on ne doit pas confondre non plus avec les réflexes de défense qui ont été nommés par certains. Alors, pour reprendre ce qui a été nommé, c'était réflexe de retrait, moraux, sursaut. Ce réflexe de retrait, moraux, sursaut, on reparle du retrait dans un instant,
c'est encore autre chose. Ça dit qu'il y a une continuité des réactions de défense chez le bébé qui culmine vers le réflexe de sursaut qui s'appelle le réflexe de Strauss, qui est comment, face à un danger, je vais sursauter. Et justement, nous dit Thomas Hanna, mon sursaut va m'amener soit vers une position en avant, enroulé, feu rouge, soit en position, je bombe le torse, feu vert, soit une position latérale. Donc réflexe que lui appelle réflexe de trauma. Donc vous voyez, mes réflexes de défense préparent le réflexe de sursaut. On peut dire d'une certaine manière que les 3 réflexes de stress de Hanna sont des expressions, 3 expressions différentes du réflexe de sursaut. C'est pas sur ça dont je veux mettre l'accent aujourd'hui, mais je voulais mettre ça de côté, de reclarifier les choses. Comment on travaille, pour terminer, comment en IMP on travaille les choses, alors de plusieurs manières. Alors pourquoi je dis comment en IMP? Chez Thomas Hanna, il n'utilise qu'un outil absolument génial et que nous utilisons et que nous enseignons aussi, sont les pendiculations, des mouvements faits en allant dans le sens du réflexe qui est présent. Donc par exemple, si c'est feu rouge, on va aller dans le sens du feu rouge, on va l'amplifier, et puis ensuite on va aller dans le mouvement inverse. Donc une pendiculation, mais c'est fait de manière très spécifique, très lente, avec des subtilités qui seraient absolument impossibles d'expliquer en audio. Mais c'est l'idée de la pendiculation, mouvement lent, dans le sens du schème qui nous affecte, et ensuite dans le sens contraire, pour en sortir. Et donc Thomas Hanna, dans son livre, vous trouvez un certain nombre de pendiculations, elles sont géniales, ce sont des mouvements absolument majeurs, et nous enseignons quelques pendiculations de base dans nos séminaires. Et ce n'est pas tout. Nous, on va aussi insister sur les automassages, à la balle, au bâton, au rouleau, pour aller libérer justement le réflexe feu rouge, le réflexe feu vert et le réflexe de trauma, à la balle, au bâton, au rouleau, et on n'oublie pas surtout au ballon, parce que le ballon va pouvoir travailler sur ces schémas posturaux de manière globale et de manière douce surtout. Maintenant qu'on a mis de côté mes réflexes de défense, réflexes de stress, je veux parler de quelque chose de particulier qui sont les réflexes de survie du bébé, parce que ces 3 réflexes de survie, là aussi il y en a 3, nous affectent de manière particulièrement forte. Et en travaillant dessus, et c'est ce que nous proposons en IMP, on va pouvoir travailler sur des réactions très profondément enracinées de survie, de stress chez nous. Donc citons ces 3 réflexes de survie, et vous allez voir qu'il y a une particularité très importante à ces 3 réflexes. Nous avons le réflexe, alors je vais les donner dans l'ordre. Alors dans l'ordre d'apparition, pas évident, parce qu'il y en a un, on ne sait pas le dater. On ne sait pas quand est-ce qu'il démarre, mais on va dire les choses comme ça. Réflexe de retrait, withdrawal reflex en anglais. Ne me demandez pas comment ça s'écrit, il y a du W, H, I, withdrawal, avec 2 W, withdrawal reflex, réflexe de retrait. Nous avons le réflexe nauséeux, en anglais c'est gag réflexe, et nous avons le réflexe apnéique, réflexe d'apnée. Alors pourquoi je dis on ne sait pas dans quel ordre? Parce que le réflexe d'apnée, on ne sait pas quand il démarre dans l'embryon. Et c'est difficile à évaluer parce que ce n'est pas un réflexe qui se voit physiquement, extérieurement, puisque c'est un réflexe qui se passe, qui s'active au moment de la naissance, mais qui est en place avant. J'y reviens dans un instant parce que je vais reprendre ces 3 réflexes dans l'ordre. Mais tout d'abord, les 2 premières réactions visibles avec les appareils d'imagerie médicale, avec les études d'embryons, etc., sont dans l'ordre. D'abord le réflexe de retrait et ensuite le réflexe nauséeux. Et ça, c'est hyper important. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à dire voilà la spécificité de ces 3 réflexes. Ces 3 réflexes, retrait, nauséeux
Et réflexes d'apnée sont des réflexes qu'on dit faciaux. Hein. Nous, en IMP, on appelle ça les réflexes faciaux. Donc, dans les réflexes faciaux, on a tout ce qui concerne, nous, les yeux, les oreilles, le cou, la mâchoire, la langue, etc., etc. Mais plus spécifiquement, ils font partie de la sphère OMF, des fonctions oro-maxillo-faciales. Ce sont spécifiquement des réflexes buccaux et nasaux. Pour ce qui est du réflexe d'apnée, c'est au niveau du nez, et les deux autres, c'est au niveau de la bouche. Donc ce sont des réflexes oro-maxillo-faciaux. Je fais attention parce qu'il y a du verglas, ça glisse un peu. Donc ça veut dire que je ne me trompe pas, il fait véritablement froid. Ces réflexes oro-maxillo-faciaux sont des réflexes majeurs dans la survie. Ces trois réflexes-là, je veux dire, dans la survie. Et je vous explique ça et en quoi c'est important pour nous de le savoir et comment en IMP on va s'en occuper, les prendre en compte. Donc le premier, le réflexe de retrait, alors dire tiens, le réflexe de retrait, on pense à ce réflexe effectivement que si je me brûle, j'enlève la main, si je marche sur un caillou ou quelque chose de douloureux, j'enlève le pied. Et ça, c'est un réflexe logique, c'est un réflexe corporel. Si j'ai mal quelque part, j'enlève. Sauf que ce réflexe, chez l'embryon, il démarre par la bouche, il est péribuccal. Au début, dans les premières semaines, on ne peut voir ce réflexe qu'au niveau de la bouche. Ensuite, ça va affecter tout le corps. C'est logique parce que le développement neurologique se fait en céphalo-caudal, de la tête vers la queue, et en proximo-distal, du centre vers la périphérie. Et notez que le vieillissement se fait dans l'autre sens, et donc c'est pourquoi il est très important de protéger nos extrémités et de les renforcer par des pratiques de renforcement musculaire en particulier. Plus on fait ça, plus on empêche que l'axe soit affecté et le cerveau sera ce qui va mourir en dernier et qui va perdre ses fonctions en dernier et entraîner la mort. Donc plus on peut protéger, mieux c'est. Alors, par du mouvement. Donc première chose, ce réflexe de retrait débute, se voit. Donc c'est très intéressant parce que j'ai dit que c'est le premier réflexe. Donc la première réaction visible chez un animal, embryologiquement, où on voit qu'il y a une connexion sensorimotrice, c'est-à-dire qu'il y a un réflexe, il y a un arc de réflexe. Qui dit qu'il y a un arc réflexe dit qu'il y a des cellules sensitives qui sont connectées à des cellules motrices. Sinon, il n'y a pas d'arc réflexe. Il y a forcément un récepteur et un émetteur. Donc ce qui se passe, c'est que le premier arc réflexe visible chez un animal, c'est ce réflexe de retrait en péribuccal. Donc on touche au niveau de la bouche et le bébé va retirer cette zone que l'on touche. Entendons-nous bien, on parle de 6, 7, 8, 9 semaines. Donc 9 semaines, on est à 9 semaines, on est un embryon qui a la taille d'un grain de riz. Hein. Entendons-nous bien, c'est juste un petit tube comme ça, mais la zone, c'est déjà la zone qui est déjà la tête, hein, qui se forme, eh bien, réagit tout de suite. C'est donc la première zone sensitive connectée, c'est la zone péribuccale, neurologiquement, embryologiquement. Ensuite, ce réflexe va se retrouver au niveau des membres. Et évidemment, quand on va piquer les mains ou qu'on va piquer les pieds, je dis ça parce que le test est souvent fait avec un petit pic ou une petite aiguille, eh bien le bébé va retirer, et nous-mêmes plus tard, nos mains ou nos pieds, ou évidemment notre bouche, hein, si ça fait mal, on recule du danger, ou plutôt en l'occurrence ici, non pas du danger, mais de la douleur. Donc ça, c'est le réflexe de retrait. Évidemment, tout au long de notre vie, il existe ce réflexe de retrait. Et on peut dire qu'il a deux composantes. La composante physique et la composante psychologique de mise en retrait face au danger. Vous voyez, c'est pour ça que je fais la différence entre la douleur physique. On me pique, même si j'ai pas vu que tu viens avec l'aiguille, je vais retirer la zone que tu piques. Hein, c'est valable pour le coude, pour le flanc, pour n'importe quelle partie du corps. Tu me piques quelque part, j'ôte la zone. Mais psychologiquement, il va y avoir aussi cette chose-là de mise en retrait. Alors quand je dis psychologiquement, entendons-nous bien, c'est psychologique, sauf que l'activation de cette mise en retrait, d'un réflexe dit de figement, parce que c'est de ça dont on parle, ça va, hein, ce réflexe de retrait, c'est lui
qui va se transformer en quelque sorte chez nous dans la fameuse réaction de stress dite de figement. Et ce réflexe de figement, on le sait bien aujourd'hui, c'est connu scientifiquement, c'est une activation via le nerf vague, via la partie dorsale du nerf vague, hein. Donc ce sont les grands travaux de Stephen Porges et de la TPV, théorie polyvagale, qui nous dit qu'il faut bien voir qu'il y a 2 innervations au niveau du nerf vague, une plus récente, la partie ventrale, et une plus ancienne, la partie dorsale. Et vous connaissez tous les activations sympathiques, parasympathiques dont on nous a parlé depuis tout petit à l'école, avec les réactions de fuite ou de lutte. Quand il y a du danger, je dois activer, et c'est le sympathique qui s'active. Quand il y a du calme et que tout va bien, c'est le parasympathique qui s'active. Et au niveau du nerf crânien, qu'on appelle le nerf vague, pourquoi il s'appelle vague? Parce que il va à plein d'endroits. Les autres nerfs, il y a un nerf pour les yeux, il y a un nerf pour ceci, un nerf pour cela. Mais certains, c'est un peu bizarre. Et celui-ci, le nerf vague, il va toucher plein de territoires. Et en particulier, le diaphragme et le cœur. Et il va jusqu'aux intestins, bien sûr, très très important, évidemment. Et 90% des informations du nerf vague, elles remontent, et 10% elles descendent. Ça veut dire que le cerveau, via ce nerf vague, enfin le système nerveux, prend un peu la température, entre guillemets, de ce qui se passe dans le corps, au niveau des intestins, de la respiration, de mon rythme respiratoire, et du cœur. Et il régule le tonus en disant accélère ou freine. Il ne peut pas envoyer accélère au cœur et freine au diaphragme ou aux intestins, donner un message et un autre. C'est soit il dit on y va, on fonce, soit il dit on freine. Et il y a une partie, nous dit Porges, qui est plutôt ventrale et l'autre dorsale. L'une, c'est amener aux connexions, je me sens bien, je me sens en rapport avec les autres. Mais dans le cas extrême de danger, quand la fuite ou la lutte n'est plus possible, il y a ces réactions de figement qui peut amener jusqu'à la dissociation psychologiquement, au fait que je fais le mort, que je n'existe plus en quelque sorte. Et c'est une bonne réaction. Quand il y a un vrai danger physique, c'est une bonne réaction de stress. Un ennemi peut déjà commencer à me dévorer, je fais le mort, et puis quelque chose détourne l'ennemi de la bête sauvage de moi, et je suis quand même vivant, mais j'ai fait le mort sur le coup. Beaucoup d'animaux font ça, les humains le font, et évidemment les humains le font aussi dans les cas de trauma, de violence, de viol, d'agression, etc. Et ça va s'inscrire évidemment dans notre corps via cette forte implication du système nerveux là-dedans. Donc quand je dis que c'est psychique, il y a des mécanismes physiologiques reconnus là-dedans. C'est une bonne nouvelle parce que on sait comment on peut, dans une certaine mesure évidemment, affecter ces mécanismes physiologiques. Et on sait qu'en affectant ces mécanismes physiologiques, ça va avoir un impact, y compris au niveau psychologique. Ce qui fera qu'on aura quand même besoin, ce qui n'empêchera qu'on aura quand même besoin de voir un psychothérapeute formé sur les traumas et sur les violences qu'on a subies, etc. Mais ces psychothérapeutes d'aujourd'hui vont utiliser leurs techniques. Mes techniques recommandées, ce sont les thérapies cognitives, enfin mes techniques recommandées. Les techniques qui ont fait leurs preuves aujourd'hui scientifiquement sont des TCC adaptés spécifiquement au trauma, et il y en a avec des pratiques particulières. Mais on sait aussi que les thérapeutes d'aujourd'hui, la science nous dit, vont utiliser des techniques qui impliquent le corps, comme le MDR, comme le yoga, et oui, comme des techniques de respiration, comme la cohérence cardiaque, qui est une technique de respiration, et ainsi de suite. Un certain nombre de techniques corporelles ont fait leurs preuves pour apaiser au niveau mental. Donc, j'insiste là-dessus parce que ce réflexe de retrait, c'est une réaction « aïe, j'ai mal, j'enlève », mais à un autre niveau, quand il y a de la douleur, quand il y a du danger, quand il y a de la peur, quand il y a un stress intense, il y a aussi cette mise en retrait, figement, réaction très forte de protection. Ce que certains ont appelé, dans le vaste monde des réflexes, le RPP, réflexe de peur paralysante. Là, on manque de données scientifiques. Parce que ce RPP est connu chez le lapin et chez certains animaux. Il a été nommé comme ça par des scientifiques qui travaillent sur les animaux. Et c'est Kada, qui est le premier, dans une publication, a dit « Tiens, est-ce que c'est pas quelque chose qui se verrait chez les humains ?» Et cette information a été pas publiée dans le livre de Sally Godard, Le Grand Livre des Réflexes. Et vers la fin du livre, dans les annexes, elle évoque ça. Alors dans la deuxième édition qu'on vient de sortir, elle l'évoque aussi, je crois, au niveau du réflexe de Moreau, quelque part. Il faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, le même passage y est avec le même
chapitre final où c'est évoqué. Mais elle-même n'en propose rien d'autre que de dire on suppose qu'il y a un mécanisme là de paralysie par la peur. Des gens qui ont lu ce livre s'en sont emparés et se sont dit tiens, ça c'est un réflexe, il faut travailler dessus, et ont proposé un certain nombre de procédures. Alors, les procédures qu'ils proposent sont très intéressantes. Dire que ça va cibler spécifiquement un RPP qui est très flou dans sa définition, c'est pas évident. Mais en revanche, ce que nous on prétend en IMP, c'est que ça va affecter ces procédures-là, les 3 réflexes de survie que je suis en train d'évoquer, en particulier la partie retrait-figement. Donc nous, en IMP, bon, pour être raccord avec les autres, on considère que le réflexe de retrait et figement, on peut l'appeler RPP, si on veut l'appeler RPP, réflexe de paralysie par la peur. Oui, bah, c'est un figement, je suis paralysé par la peur. Voilà, c'est un figement, c'est une forme de retrait psychologique avec des implications physiques qui fait que je me mets en retrait. Oui, mais c'est pas exactement le réflexe de retrait lui-même. Donc c'est pourquoi, voilà, c'est plus son évolution dans le figement. Donc ça va être très important de pouvoir, savoir évaluer à quel point la personne est dans le retrait-figement, RPP. Et pour ça, on enseigne ça en IMP dans le stage naissance paralysie par la peur, bien nommé, et attachement. Donc on va avoir un certain nombre d'outils qu'on va utiliser. Je rappelle qu'en IMP, on a 4 grandes catégories d'outils que je représente sous forme d'un X. Au centre du X, il y a paradigme éducatif. Tout ça se fait d'une certaine manière. C'est pas juste des exercices de gym qu'on met en place ou des mouvements ou des trucs. Tout ça se fait avec un cadre spécifique, avec un certain nombre d'étapes à respecter, avec un objectif, avec des évaluations, des observations, voilà, il y a un cadre qui est éducatif où la personne va se prendre en charge et va faire les choses à son rythme, avec ses priorités et avec des choses qu'elle va pratiquer chez elle. Donc ce ne sont pas juste, allez, on balance des techniques et tout va bien dans le meilleur des mondes. Je dis ça parce que les techniques, ça s'apprend très bien sur Internet. Le cadre éducatif et la manière de pratiquer une séance telle qu'on le propose en IMP, ça, c'est d'une autre teneur et ça nécessite de la pratique et encore de la pratique supervisée et d'apprendre bien tout ça. Donc dans ce cadre éducatif qu'on appelle nous le paradigme, qui est une sorte de paradigme éducatif et non pas un paradigme thérapeutique où la personne est prise en charge, mais où elle va être active de son développement et de son changement. Eh bien, dans ce cadre-là, on a 4 branches en IMP, tout ce qui est mouvement, exercice, jeu. Il y a les jeux de sac de grains, il y a les bercements, il y a des mouvements issus du brain gym, il y a plein de sortes de mouvements. On a toute la branche qui est technique ventilatoire, respiration. On a toute la branche qui est les automassages, libération des tensions corporelles via les automassages à l'aide d'outils, je l'évoquais il y a un instant. Et enfin, on a la vaste branche de tout ce qui est ce qu'on appelle les remodelages. C'est des choses qu'on va faire avec les gens, comme remodelage tactile, remodelage isométrique, remodelage autour de la naissance, il y a plein de formes de remodelage. Ce sont des techniques, justement, dont certaines techniques ont été mises en place par des gens spécifiquement pour travailler sur le RPP. Donc nous, en IMP, évidemment, à chaque fois, on va utiliser, tout se fait dans notre cadre de notre paradigme éducatif, et on va utiliser tous les outils qui sont à notre disposition, automassage, techniques ventilatoires, mouvements divers que les gens vont pratiquer à la maison, et techniques de remodelage. Donc pour le réflexe de retrait, il y a des techniques de remodelage qui ont été mises à base de tapotement, remodelage tactile, il y a différentes choses qui vont être utilisées. La première chose auquel on pense en IMP, c'est que pour chaque réflexe, on parle bien d'un réflexe ici, il a un antagoniste. Et pour chaque réflexe archaïque, c'est le cas ici, il y a un réflexe de vie qui est censé prendre le relais. Donc, une des choses qu'on peut faire, c'est travailler sur les réflexes antagonistes et renforcer les réflexes de vie qui sont censés prendre le relais. Et là, le réflexe de retrait, il a plusieurs antagonistes qui sont des réflexes de vie, et on pense à 2 en particulier, très importants. Le réflexe de l'étoile à 6 branches qu'on appelle radiation du nombril, issu des travaux de Bonnie Bainbridge-Cohen, et le réflexe d'orientation cognitive de Pavlov. Donc ça, c'est majeur, parce que nous, on va aller pouvoir travailler, oui, sur des procédures d'intégration à base de tapotement, à base de tactile, de procédures tactiles ou autres,
il y a d'autres outils, hein, sur ce réflexe de retrait, figement, RPP, appelez ça comme vous voulez, directement, mais en même temps, en IMP, on va aller regarder un certain nombre d'autres réflexes qui sont impliqués, comme le réflexe de Moreau, bien sûr, qui peut être un antagoniste dans certaines de ses formes, parce qu'il a différentes phases, le Moreau, et donc on va s'assurer que le Moreau fonctionne bien, qu'il y ait un autre réflexe archaïque, et on va s'en occuper, mais aussi, on va aller voir les réflexes de vie qui sont censés prendre la relève et qui font que je ne suis justement plus dans le figement, dans le retrait, etc. Et donc on trouve cette étoile à 6 branches et l'orientation cognitive de Pavlov. Donc voilà un peu comment on va s'y prendre. Évidemment, pour faire ça, on a nos outils, automassage, mouvement, pratique ventilatoire et tous les remodelages. Deuxième réflexe dont je veux vous parler aujourd'hui au niveau OMF, oro-maxillofacial, c'est le réflexe, hein, pas connu comme ça, c'est le réflexe de, alors régurgitation, plus exactement, un réflexe nauséeux. Voilà, gag réflexe. Réflexe nauséeux, c'est absolument majeur. Réflexe nauséeux, c'est le deuxième réflexe identifié par la science au niveau de l'embryon. C'est le réflexe qui, dès que j'ai une voie gorge aérienne, j'allais dire voie aérienne, voie digestive qui se crée au niveau de la gorge, avec la langue et tout, eh bien, il y a la déglutition qui va se mettre en place. Et la déglutition, mais avant que la déglutition arrive, parce que le bébé, hein, dans le ventre de sa mère, il va déglutir du liquide amniotique, il va se nourrir du liquide amniotique d'une certaine manière, il va faire fonctionner son système digestif avec le liquide amniotique. Le bébé, d'une certaine manière, il mange, certes, il est réellement nourri en nutriments et en oxygène par le placenta, le cordon ombilical, mais son système digestif va aussi fonctionner et c'est normal parce que l'effort qui va être nécessaire de faire pour la succion, la déglutition, la respiration coordonnée, etc., après la naissance, lors de l'allaitement, c'est gigantissime. Donc, le bébé, des bébés, enfin nous, oui, nous les humains, mais nous, tous les mammifères, on a mis en place on a très tôt en place ces capacités de déglutition, mais avant que cette déglutition soit fonctionnelle, il faut s'assurer que si jamais quelque chose rentre qui ne doit pas rentrer, eh bien, il faut que ça ressorte. On parle de régurgitation ou de réflexe nauséeux, ça doit ressortir. C'est une question de survie. Dès que j'avale quelque chose, qui ne doit pas rentrer, ça doit aller. Du même genre de choses, on a le réflexe d'éternuement. Quand quelque chose va au niveau des poumons et ne doit pas aller, on va éternuer pour que ça sorte. Donc ce réflexe nauséeux, eh bien, aussi surprenant que ce soit, il est en place dès le départ. C'est lui qui va montrer la maturation de ces voies aériennes supérieures. Alors je dis aériennes parce que évidemment c'est là aussi que se passe le carrefour entre voies aériennes et voies digestives, et c'est ça qui doit bien fonctionner aussi, toute cette région de la glotte, de l'ossioïde, tout ce carrefour absolument majeur. Alors là, j'ai pas le temps de parler de toutes les implications que ça aura au niveau de la posture, au niveau de la structuration du schéma corporel, etc. Là, j'aurais beaucoup trop à dire en si peu de temps. Et puis c'est le but de nos formations, de montrer tout ça, etc. Mais sur ce réflexe nauséeux, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que chez beaucoup d'entre nous, c'est une problématique autour de la bouche. Mais évidemment, ça vient renforcer un réflexe de retrait. Réflexe nauséeux. S'il est déséquilibré au niveau de la bouche, au niveau du palais, au niveau de la langue, je vais avoir des gènes qui va faire que j'ai des difficultés à interagir avec mon environnement, évidemment. Vous allez me dire, mais c'est la nourriture. Ben oui, mais c'est pas que la nourriture, parce que le bébé, il explore tout le monde d'abord avec sa sphère buccale. Sa première exploration cognitive, c'est via sa bouche. Ensuite, il va transférer ça au niveau des oreilles et des yeux, qui sont des sens distaux, qui nous permettent d'explorer le monde à distance, alors que le réflexe nauséeux, si je puis dire, c'est ce qui se passe dans la bouche. Donc normalement, quand tout va bien, ce réflexe nauséeux, il n'est pas là. Il est là que si un objet vient trop loin au fond de la bouche et pour empêcher qu'il aille plus loin. Mais, euh, mais si ce réflexe est dysfonctionnel, bah, le bébé va ne pas suffisamment mettre des choses dans sa bouche, et c'est très important parce que c'est comme ça qu'il explore le monde. Il va sous-utiliser sa sphère cognitive primaire. J'ai beaucoup parlé de ça sur cette première sphère orale, etc., dans des podcasts précédents, sur le podcast sur les réflexes du visage, sur je ne sais plus lequel, mais j'en ai beaucoup parlé. Donc je ne vais pas m'étendre ici pour ceux qui m'écoutent encore, et je vous remercie de votre fidélité.
Mais ce réflexe nauséeux, il va avoir plein d'implications psychologiques, d'interaction avec le monde, avec les aliments, avec, la manière, oui, oui, dont j'interagis, mais aussi dans la manière dont je vais utiliser évidemment mon système digestif, mais aussi mes voies respiratoires. Parce que l'un va entraîner l'autre dans son déséquilibre en quelque sorte. Et donc je vais avoir du mal à avoir une langue bien placée, et ça c'est une des choses les plus importantes, au palais, et j'aurais tendance à avoir une langue basse, parce que j'ai peur de ce qui se passe dans ma gorge, et cetera. Donc je vais avoir tendance à avoir une langue basse, et qui dit langue basse dit respiration buccale. Qui dit respiration buccale dit tout un effort qui est fait au niveau des muscles respiratoires du haut du corps, une posture qui se dévie, un crâne qui s'allonge, des cernes sous les yeux, une moins bonne oxygénation, et tout un tas de troubles arrivent. Pas de bonne protection des voies ORL, et donc plus affecté par toutes les maladies qui passent, tout le temps malade, tout le temps sous antibio, tout le temps des otites. J'ai pas dit que tout ça était forcément causé par le réflexe nauséeux dysfonctionnel, mais quand il dysfonctionne, on a plus de prédisposition à toutes ces problématiques-là. Forcément, avec un mauvais positionnement de langue, il y a tout qui se met à dysfonctionner. Donc là, qu'est-ce qu'on fait en IMP quand on trouve ces déséquilibres au niveau du réflexe nauséeux? Eh bien, tout d'abord, on a une formation spécifique qui s'appelle la kinésphère, dans laquelle on travaille sur les réflexes faciaux avec des procédures d'intégration spécifiques. Mais là aussi, il va falloir voir grand. On va travailler en spécifique, mais il faut travailler en global. En travaillant avec des dentistes orthodontistes, on a vu que quand des dentistes nous envoyaient du monde pour travailler sur le buccal, quand on se limitait au buccal pur, on avait des résultats, mais mitigés. Dès qu'on va retravailler dans la globalité, encore une fois avec notre étoile à 6 branches, avec le réflexe de gravité, parce que ça va affecter la gravité et la ligne de gravité, un réflexe nauséeux dysfonctionnel, je vous l'ai dit, puisque ça va amener la tête en avant pour faire un effort respiratoire, parce que je respire par la bouche. Donc on va devoir travailler sur le réflexe de gravité, ça va affecter le réflexe d'équilibre, le réflexe de stabilité, ça va affecter tout un tas de choses. Donc si nous on se contente de dire tiens, il y a une difficulté dans la bouche, on fait la bouche tout seul, ça aura des résultats, mais ce sera limité. On va utiliser des techniques dites aussi en complément de TMF, thérapie myofonctionnelle. Donc ce sont des thérapies au niveau de la bouche que vont utiliser les orthophonistes, certains kinésithérapeutes maxillo-faciales. Nous, on va proposer prochainement une formation spécifique là-dessus avec Caroline, la docteure Caroline Deville, qui est une experte dans le sujet et qui enseigne ces TMF depuis de nombreuses années. Et on a décidé de joindre nos forces pour travailler en complément ces deux choses-là. C'est-à-dire la vision globale IMP avec ce travail au niveau des TMF. Mais si on s'en tient à l'IMP seul, ce qui pour un trouble oro-maxillofacial ne suffira pas, hein, je tiens à le préciser, les techniques d'IMP seules telles qu'elles sont enseignées dans le cursus ne suffiront pas. Mais en complément, ça fait des miracles, en complément d'une TMF, thérapie myo-faciale. Donc, nous, en IMP, on va surtout travailler, parce qu'il y a des orthophonistes pour faire les TMF et les kinésithérapeutes, éventuellement des psychomotriciennes, etc. Hein. Quand on travaille dans le monde du handicap, il y a tout un tas de techniques oromaxillofaciales qui sont mises en place pour, vous savez bien, dans le handicap, il y a des problèmes de position de mon de langue, de respiration, de mâchoire, de mauvaise fermeture de la mandibule, de frein de langue, etc., etc. Et les freins de langue, on les retrouve chez beaucoup d'enfants aujourd'hui à des proportions phénoménales. Donc tout ça, on apprendra ça dans la formation spécifique qu'on va faire avec Caroline Deville, sur une TMF globale, on va dire, TMF-IMP. Ce que nous pouvons déjà faire avec les techniques que nous avons à nos dispositions en IMP, c'est tout le travail, évidemment, des automassages, en insistant sur de la tête aux pieds. Pourquoi je voulais dire, des pieds à la tête. Pourquoi? Parce qu'il y a des chaînes myofaciales anatomiques très claires qui vont de la langue aux pieds. Et donc, oui, aussi choquant que ça soit, il va falloir travailler les pieds, les ischio-jambiers, le dos, etc., etc. Enfin, c'est une chaîne très spécifique qu'on peut masser spécifiquement à l'aide d'outils que les gens se font en autonomie. Plus on va aller travailler au niveau évidemment des techniques ventilatoires. Donc là, il y a toutes des techniques de respiration pour réapproprier la langue au palais, etc. Il va y avoir des techniques spécifiques au niveau, je vous ai dit, du visage. Et puis on va regarder des réflexes comme l'étoile à 6 branches et d'autres réflexes au niveau facial, parce qu'il y a d'autres réflexes qui vont se coordonner avec ce fameux réflexe nauséeux. Donc,
Voilà un peu pour le réflexe nauséeux. C'est majeur parce qu'un réflexe nauséeux dysfonctionnel va entraîner facilite un déséquilibre du réflexe de retrait et vice-versa. Là, on est dans une continuité de réflexes en quelque sorte. Hein. Ce sont les deux, je répète, les deux premières réactions visibles scientifiquement chez un être vivant. Réflexe de retrait péribuccal plus réflexe nauséeux. Donc c'est pas juste des trucs, des élucubrations ou quoi que ce soit. Là, on parle des premiers mouvements visibles chez un humain et chez, en l'occurrence, tous les mammifères. Troisième et dernier réflexe pour aujourd'hui, le réflexe dit apnéique. Ça fait partie des 3 réflexes aquatiques. Les 3 réflexes aquatiques, je répète, j'ai fait l'épisode là-dessus, c'est réflexe apnéique, réflexe natatoire, et quand on jette un bébé dans l'eau, il fait des petits mouvements de natation, et réflexe d'immersion, avec des changements corporels, bradycardie, blood shift, etc., qui font qu'on peut aller à des profondeurs assez étonnantes. Mais le premier, c'est ce réflexe d'apnée. C'est quoi le réflexe d'apnée ? Quand on est dans le ventre de notre mère, on ne respire pas. Ce n'est pas utile, vu qu'on est nourri en oxygène via, comme je l'ai dit tout à l'heure, le cordon ombilical, le placenta, etc. Mais néanmoins, on ne respire pas. Il y a une respiration embryonnaire, c'est-à-dire que le bébé... Alors en fait, voilà, pardon, excusez-moi. L'embryon et le fœtus respirent. On parle de respiration embryonnaire, c'est-à-dire il a des échanges gazeux qui sont faits dans son corps via le placenta. C'est la respiration embryonnaire. Il respire, parce qu'il ne faut pas confondre la respiration de la ventilation. En revanche, il ne ventile pas, il n'utilise pas les gestes au niveau du diaphragme, des côtes et des poumons, etc., pour prendre de l'air, vu qu'il n'y en a pas. Il ne peut pas. Mais justement, pour l'empêcher de ventiler, oui, il ne va pas ventiler le bébé. Pour l'empêcher de ventiler, parce que quand on est dans l'eau, il ne faut pas ventiler, il y a un réflexe qui se passe au niveau du nez. Donc vous voyez, on vient de parler de la bouche là, et du péribuccal. Maintenant, on parle du nez. Il a un réflexe au niveau du nez qui fait que tant que le nez d'un bébé, et ça dure pendant plusieurs mois après la naissance, est immergé, il ne respire pas. Au moment où son nez va rencontrer de l'air, il respire. Le bébé vient de naître, il se met à respirer. Vous prenez le bébé, vous le mettez dans l'eau, il arrête de respirer. Et comme ça, pendant plusieurs mois, dès que la tête du bébé, dès que la zone de visage du bébé est dans l'eau, le nez est dans l'eau, il arrête de respirer. Il ne boit pas la tasse, il sourit, il n'y a aucun problème. Évidemment, ça doit durer que quelques secondes. Mais quand même, quelques secondes, plusieurs secondes, sans problème, une dizaine de secondes. Le bébé va automatiquement retenir sa respiration, l'eau ne va pas aller dans ses voies aériennes, il ne va pas boire la tasse. Attention, si vous faites ça avec un plus grand bébé, et là c'est très variable, donc faites pas les marioles, c'est très variable d'un bébé à l'autre en fonction de plein de choses, dont je ne m'étendrai pas ici parce que j'ai fait un épisode sur le réflexe aquatique, j'en ai déjà parlé, mais c'est très variable. Donc peut-être vous dites, 6 mois c'est bon, je mets la tête dans l'eau, il peut boire la tasse le bébé, il ne va pas rigoler. Donc, revenons à ce réflexe apnéique. Le truc qui se passe, c'est quand nous, on perçoit un danger, comme si on dit quoi ? J'ai la tête sous l'eau. Vous avez cette expression, j'ai la tête sous l'eau. On a tendance à bloquer la respiration. Et c'est quelque chose que tout le monde sait. N'en parlez pas aux kinés, ils vont dire il n'y a que ça. N'en parlez pas aux orthophonistes, ils vont dire il n'y a que ça. N'en parlez pas aux profs de yoga, n'en parlez pas à tel et tel. Sous stress, on bloque notre respiration. Et les kinés, les ostéopathes, les orthophonistes, les psychomotes disent les gens ne savent pas respirer. Les profs de yoga disent les gens ne savent pas respirer. C'est bizarre ça, comme si c'était quelque chose ne savent pas, qu'il fallait apprendre. Alors on pourrait dire ne savent plus, mais en fait, et c'est Michel Audin qui est génial là-dessus, il parle d'inhibition néocorticale. Alors là, je n'avais pas prévu de parler de ça, ça va nous emmener trop loin, mais ça c'est quelque chose de majeur. Il dit les humains sont les seuls animaux qui... Ah, attendez, je laisse passer un cheval. Bonjour. Donc, Michel Audin qui disait « Je vous encourage à lire Homo et la planète océan » que nous avons publié. Ça fait 3 livres que j'ai évoqués dans notre maison d'édition aujourd'hui. Les humains sont les seuls animaux qui doivent réapprendre à nager. Tous les animaux que vous les jetez dans l'eau, ils savent nager. Vous prenez un enfant qui n'a jamais nagé, vous le jetez dans l'eau, il se noie. Il panique, il se noie. En revanche, vous prenez un bébé, vous le jetez dans l'eau, il ne se noie pas parce qu'il a son réflexe apnéique et son réflexe natatoire qui se mettent en route.
Et il va falloir ensuite, nous, que nous apprenions à nager, parce que l'inhibition néocorticale, c'est un des concepts les plus importants qui soit. Alors, je ne vais pas le développer maintenant, mais retenez juste, c'est sidérant. C'est extraordinaire de savoir ça. C'est peut-être une spécificité humaine. On est les seuls qui doivent apprendre à nager parmi tous les animaux de la création. Incroyable. Alors, ce réflexe apnéique s'active sous stress. Je retiens ma respiration. Mais j'étais parti à dire, le bébé respire bien, c'est le stress qui fait que je bloque ma respiration. Donc, la manière de travailler les choses, ce n'est pas juste d'apprendre à respirer, c'est de lever les contraintes qui m'empêchent de respirer. Ah, là par contre, je suis face à un cheval qui s'est enfui. T'es passé par-dessus la clôture. Tu t'es enfoui. Ah bah oui, il n'y a plus de clôture ici. Alors j'ai un cheval qui s'est enfui du centre équestre. Tu vas bien toi? Écoute, je ne sais pas comment te ramener, mais j'ose pas le faire. Donc je vais aller plutôt alerter les gens du centre équestre. Parce que, j'ai peur des chevaux. Enfin, moyennement peur des chevaux, mais je n'oserais pas le prendre et le ramener. Et deux, je sais pas. Voilà, je sais pas y faire. Donc, je vais faire le tour pour aller prévenir. J'ai vu quelqu'un là-bas. Je vais voir. Donc, ces petites aventures en direct. Donc, le réflexe apnéique, c'est on va les libérer tout l'espace ventilatoire, on va les libérer les côtes avant tout, on va les libérer. Le diaphragme, c'est difficile à dire qu'on peut libérer le diaphragme, mais on va aller travailler des choses à ce niveau-là. Et puis en IMP, on va évidemment rééduquer avec des techniques ventilatoires. Mais avant tout, c'est le stress qu'on doit libérer, d'où les fameuses 3 réactions de stress dont je parlais au début. Et la boucle est bouclée. Les 3 réactions de stress sont majeures. Vous vous rappelez de Thomas Hanna, feu rouge, feu vert, réflexe de trauma. Ah ouais, mais d'accord, mais là, pour y aller, c'est de la boue. Mais alors de la boue, je vais voir si je trouve la jeune fille que j'ai croisée avec son cheval tout à l'heure. Oui, elle est là-bas. Et désolé, du coup, c'est un peu décousu parce que le cheval, il est peinard là. Excusez-moi, vous pourriez dire à Juliette qu'il y a un cheval qui s'est sauvé là? Parce que la clôture, elle est cassée à l'endroit là où vous voyez. Bah zut merde, bah, le cheval est en train de se barrer dans le champ là du coup. Et juste là où il est sorti, voilà, bah, il est en train de galoper. Bah là, j'ai pas osé l'attraper parce que je connais pas. La clôture est cassée à ce niveau-là, je pourrais le montrer à Juliette s'il faut. J'ai vu où là Ah bah là, il est heureux. Voilà. Oui, je connais la responsable du centre équestre. J'aurais des tas de choses à vous raconter sur ce centre équestre. Ah, elle l'appelle et il vient vers elle. Alors qu'il est en train de courir dans le champ. Ah, le cheval. Mais est-ce qu'elle pourra l'attraper? Oui, mes filles faisaient du cheval. Il y a ce centre équestre quand elles étaient petites. On connaît bien l'ancien propriétaire du centre équestre, mais il a pris sa retraite maintenant. Alors là, il s'agit des gens qui suivent son nos voisins, quoi. Ah, le cheval, il court vers elle. Il est tout près d'elle. Incroyable. Et capable. Trop fort. Quand même, les chevaux, hein, ils pourraient les sauver dans les champs peinards. Non, on l'appelle, il vient. Eh ben, bien dressé. Bon, désolé. Le réflexe d'apnée, là, c'est absolument magique de travailler dessus. Et nous, on va travailler au niveau corporel, au niveau ventilatoire, mais voilà, on va travailler des techniques apnéiques. Quoi? Oui, travailler l'apnée, faire des rétentions volontaires. On va réapprendre à trouver du plaisir à ne pas respirer, à utiliser la respiration comme une métaphore pour le stress. Une des manières les plus efficaces, et il y a plusieurs études qui mettent ça en évidence, de gérer le stress, de faire chuter le cortisol, c'est bizarre, hein,
c'est de travailler l'apnée. C'est d'aller se baigner et d'aller nager sous l'eau. De retourner dans notre océan originel d'une certaine manière. On plonge en apnée. Alors en IMP, on va faire des apnées à sec, hein, mais le fait de travailler sur les techniques apnéiques va amener de la détente, va amener de la relaxation, va amener un travail de pleine conscience. Je crois qu'on ne peut pas faire plus fort au niveau travail de pleine conscience. C'est phénoménal. Et à ce moment-là, eh bien, on va gérer notre stress, aussi paradoxalement que ce soit. Donc je parle de faire des apnées de 30 secondes, 40 secondes, 1 minute, voire plus, sans respirer, avec des techniques spécifiques qui nous amènent à ça, qui font qu'on amène de la relaxation, avec des techniques de mobilisation avant-articulaire au niveau des côtes, au niveau du dos, etc., avec des techniques de préparation ventilatoire spécifiques. C'est pas juste retiens ta respiration et tous tes problèmes sont résolus, hein. C'est pas de ça dont on parle. On va utiliser notre paradigme éducatif et on va utiliser les 4 branches du X. Donc là, dans cette globalité-là qu'on va utiliser en IMP, on va pouvoir aider à la réintégration de ce réflexe apnéique. Bien sûr, il va falloir voir des choses comme le réflexe de Moreau, le réflexe de ceci, le réflexe de cela. Encore une fois, l'étoile à 6 branches va être majeure. Donc, en travaillant sur tout cela, on va pouvoir travailler sur ces réflexes. Allez, j'ai rejoint la route. À cause du cheval, j'ai pas fait mon chemin prévu. Ça y est, elle a réussi à l'attraper. Oh là 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 là. Donc avec ces réactions qu'on va pouvoir travailler, ça change beaucoup de choses. Parce qu'il y a le stress d'une part, mais là on parle de réactions qui sont très profondes. Réflexe apnique, réflexe nauséeux, réflexe de retrait péribuccal sont des réactions les plus archaïques qui existent. Et ça a des implications très fortes au niveau de nos réactions au stress, de notre sensibilité aux réactions à la vie de tous les jours, à ce qui se passe, à ma manière de m'engager dans le monde, à mon état postural. Il y a énormément de choses qui sont affectées par ces réflexes, puisqu'on va se développer. J'ai fait un épisode avec 2 centres de gravité, en quelque sorte, le nombril et la zone de la bouche, si je puis dire. Je répète ma théorie sur le sujet. Et ben, encore quelques mètres de voiture. Je répète ma théorie sur le sujet. Le bébé dans le ventre de sa mère, il développe un premier centre de gravité qui est son nombril autour duquel tout tourne. En grandissant, il va à la naissance développer une sorte de deuxième réflexe de gravité, c'est-à-dire tout va graviter autour de sa bouche, se nourrir par la bouche, la succion, l'allaitement maternel, etc. Puis ensuite, son véritable centre de gravité va se forger au niveau nombril. Quand je dis nombril, c'est le centre qui est de gravité est au centre du corps, donc entre le nombril et la colonne vertébrale. Hein. Et toutes ces voitures me font perdre le fil pire que le cheval. Et donc il va forger à ce moment-là, nous allons forger en nous asseyant, en soutenant notre tête, en se retournant, etc. Nous allons forger notre véritable, entre guillemets, centre de gravité, mais toujours avec la survie se passe au niveau de la bouche et de la respiration. Donc on a cette connexion avec cette ligne de gravité qui passe par le crâne et qui arrive au niveau du périnée, et c'est tout cet axe-là qui est majeur pour qu'on tienne debout. C'est ce qu'on appelle la ligne de gravité en IMP, et ça, nous le remodelons. Nous avons des observations et des remodelages spécifiques pour cette ligne de gravité, et en IMP, nous citons nos sources, et ça vient des travaux de Svetlana Mazgutova, de la méthode MNRI. Et nous allons utiliser plein d'autres choses. Après, dans le travail à faire à la maison, etc., que Mazgutova n'utilise pas, comme les automassages, comme les pratiques ventilatoires, comme les mobilisations primordiales, les fameux resets. Et elle travaille avec des techniques de remodelage que nous utilisons et que nous trouvons géniales. Et nous rendons à César ce qu'il y a à César, ça vient d'elle, techniques de remodelage au niveau tactile, au niveau travail isométrique, sensorimoteur. Donc, c'est 3 axes majeurs de chez Mazgutova, c'est travail tactile, travail sensorimoteur, où on mobilise la personne pour lui faire la gestuelle qui correspond au réflexe, et enfin l'isométrique, travail contre résistance pour renforcer le schéma corporel en lien avec le réflexe. Ça, c'est essentiellement le travail de Mazgutova. Et c'est énorme, parce qu'elle a mis ça en place pour tous les réflexes, pour une 40aine de réflexes. 30aine de réflexes, donc c'est majeur.
Donc voilà, en IMP, grâce à tous les outils qu'on utilise dans le cadre d'un paradigme éducatif, nous allons pouvoir travailler à renforcer le schéma corporel, en particulier en accordant une attention soutenue au niveau des deux centres de gravité, que sont le véritable centre de gravité avec notre étoile à 6 branches, mais la première branche de l'étoile à 6 branches, c'est nombril, bouche. Donc on va insister là-dessus, avec toutes ces fonctions oromaxillofaciales. Donc voilà, désolé si c'est un peu décousu entre le cheval et la route, voilà. Mais je voulais vous dire que nos réactions de stress, fuite, lutte, figement, sont en grande partie conditionnées par 3 réflexes de survie majeurs que sont le réflexe apnéique, le réflexe de retrait péribuccal et le réflexe nauséeux. Et qu'en IMP, nous intégrons ces 3 choses-là. Ces sont des nouveautés 2026, hein, entendons-nous bien, les gens qui m'écoutent, qui ont fait leur formation avant 2026, vous n'avez pas eu toutes ces informations-là. Le réflexe nauséeux et le réflexe de retrait, tel que j'en ai parlé avec beaucoup plus de développement, et les techniques ventilatoires sont maintenant enseignées dans le cours qui s'appelle naissance, paralysée par la peur et attachement. Avant cette date, il s'appelait né pour aimer. Donc maintenant, c'est naissance, paralysée par la peur et attachement. J'en ai pas parlé dans cet épisode, mais un des réflexes majeurs liés au stress, c'est le réflexe d'attachement qui nous mène la sécurité. Et c'est connecté, et on fait cette connexion dans le stage avec la théorie polyvagale, car il y a un lien très fort entre la théorie de l'attachement en psychologie et la théorie polyvagale, avec l'activation de la branche ventrale du nerf polyvagal qui assure la sécurité, du fait que j'ai un bon attachement améliore ma sensation de sécurité. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Pour nous, c'est des avancées majeures, c'est des découvertes majeures. D'intégrer en 2026 ces notions oromaxillofaciales et ce type de réflexe-là dans la réflexion justement que nous avions depuis 15 ans sur les sujets du stress, le fait qu'on ait intégré en IMP les travaux de Thomas Hanna, je crois que c'était, je dirais des bêtises, 2015, 2016, non, un peu après, pardon, 2017, 2018, on a intégré le travail de Thomas Hanna, on s'est formé, on a fait venir des gens qui étaient experts du travail de Thomas Hanna, donc on a ajouté les pendiculations, le réflexe feu rouge, feu vert, trauma, on a publié le livre et on a même eu une préface de la veuve de Thomas Hanna, donc c'est quand même exceptionnel, on a créé des liens avec les origines de la méthode, on a eu une préface, ou postface, pardon, préface ou postface, je ne sais plus, de la veuve de Thomas Hanna, qui a continué hein, sa méthode tout au long de sa vie. Hein. Maintenant, c'est une personne assez âgée. Eh bien, nous avons pu intégrer tout ça dans l'IMP et publier le livre de Thomas Hanna, Le mythe du vieillissement. Et franchement, lisez ce livre-là. Et puis, je peux d'ores et déjà vous dire, là, je suis à toute fin janvier 2026, que nous sortons au mois de mai 2026 un livre de Caroline Deville et qui s'appellera Les fonctions oro-maxillo-faciales aux éditions Ressources Primordiales. Vous pouvez en voir la belle couverture sur ressourcesprimordiales.fr ou .com, comme vous voulez. Ressourcesprimordiales.com avec un S à ressources et à primordial. Et ça va apporter un nombre d'informations incalculable. C'est un énorme livre, hein, 450 pages, énorme, mais lisible par tous, y compris des parents. Donc c'est majeur. Merci de m'avoir écouté. Et on se dit à très très bientôt